Je vais vous parler d'imagerie sismique. Je voulais commencer par une petite introduction historique. Alors, attendez, ça marche. Donc, avant de faire de l'imagerie sismique, on a beaucoup imaginé l'intérieur de la Terre. Cette discipline est assez jeune. Déjà, bien sûr, au XVIIe siècle, on imaginait que pour expliquer les phénomènes dynamiques qu'on observait à la surface de la Terre, il devait se passer des phénomènes dynamiques à l'intérieur de notre planète, et donc on imaginait des cavités remplies de fluides ou de gaz. Certains, tels Edmund Halley, au début du XVIIe siècle, avaient eu des intuitions très impressionnantes. Il avait imaginé que pour expliquer la présence du champ magnétique sur la Terre était une cavité remplie de fluides. Il avait pensé que c'était de l'eau. Bon, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'accès direct à l'observation de l'intérieur des planètes, et en particulier de la Terre. Le forage le plus profond qui existe n'atteint même pas 13 km, ce qui représente un tiers de l'épaisseur moyenne de juste la croûte superficielle de l'intérieur de la Terre. Donc le problème de la connaissance de notre planète est typiquement un problème inverse, pour lequel nous devons rassembler des connaissances diverses. Donc pour connaître et comprendre la structure et la dynamique interne de la Terre, nous devons faire appel à un grand nombre de différentes disciplines qui toutes donc proviennent de la physique et de la chimie. Donc en particulier la sismologie, je parlerai surtout de cette discipline-là, mais qui doit être confrontée avec la physique des matériaux à haute pression, à haute température, les propriétés rhéologiques, la modélisation géodynamique et d'autres disciplines telles que le géodynamisme. Et tout ça, ça doit être donc ancré sur des observations à la surface et donc par satellite, et sur les observations en laboratoire ou théoriques. Alors, la sismologie globale, et qui est une des disciplines les plus puissantes pour étudier l'intérieur de la Terre, est née à la fin du XIXe siècle. C'était une observation qui a été faite à Potsdam par von Räuber-Spaßwitz en 1889. Il avait observé sur un instrument qui était un pendule, deux pendules en fait, à Potsdam et à Wilhelmshaven, qui avait été construit pour étudier les marées terrestres. Il avait observé une perturbation, et quelques jours plus tard, il avait lu dans un journal qu'il y avait eu un séisme au Japon, justement ce jour-là, à ce moment-là. Il avait fait le rapprochement que c'était les ondes engendrées par ce séisme qui avaient donc été enregistrées à Potsdam, et que donc on pouvait enregistrer que ces ondes traversaient la Terre à des très grandes distances. C'est ainsi qu'est née donc la sismologie globale. Nous avons la chance que les ondes engendrées par les séismes, donc qui sont des ondes élastiques, ont une richesse très grande. Elles se transmettent à l'intérieur de la Terre sous différentes formes, sous la forme d'ondes de surface et de ce qu'on appelle les ondes de volume qui traversent l'intérieur de la Terre. Ceci, c'est un sismogramme, parce que quand on est sismologue, on ne peut pas s'empêcher de montrer au moins un sismogramme qui montre le déroulement en fonction du temps de l'enregistrement de l'énergie donc dégagée par un séisme sous la forme donc d'ondes élastiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types d'ondes élastiques, des ondes de compression et des ondes de cisaillement, qui ont des propriétés différentes et qui nous permettent donc d'obtenir des renseignements sur les structures internes. Nous avons aussi la chance que notre planète ait
constituées en moyenne de couches relativement concentriques, ce qui simplifie le problème, au moins pour ce qui est des modèles de référence. Alors, le fait que nous ayons deux types d'ondes, les ondes de compression et les ondes de cisaillement, ont permis la découverte de la présence d'un noyau donc fluide. Donc cette découverte date de 1906 par Oldham, par la présence d'une zone d'ombre, des ondes de volume de type de cisaillement, les ondes S, qui ne se propagent pas donc dans les fluides. Et Oldham en avait déduit la présence d'un noyau liquide et avait estimé le noyau déjà assez précisément de l'ordre de 3500 km, qui est assez proche de la valeur actuelle. Il y a aussi bien sûr une zone d'ombre pour les ondes P, pour les ondes de compression, puisqu'elles se réfractent à la limite noyau-manteau et vont plonger plus profondément dans le noyau en créant une zone un peu de distance auquel on n'observe pas les ondes de compression. Alors, c'est ainsi que Inge Lehmann, en 1936, a découvert, par l'observation d'ondes qui n'étaient pas prévues dans un fluide homogène, des ondes qu'elle avait interprétées comme étant réfractées par une discontinuité, par la présence d'un changement de structure vers le centre de la Terre. Et c'est ainsi qu'elle a découvert la présence de la graine qui ensuite a été il a été montré que cette graine était solide. À l'époque de Inge Lehmann, ces observations ne permettaient pas de le prouver. Donc ces ondes qu'on appelle les ondes de volume traversent la Terre dans différentes directions, interagissent avec les différentes discontinuités de structure, ici le manteau solide et le noyau fluide et la graine de nouveau solide. Elles se réfractent, elles se réfléchissent, elles se convertissent. L'énergie, donc à relativement courte période, ce sont des ondes de période de l'ordre de 1 à 30 secondes qui se traversent la Terre. Il existe donc d'autres types d'ondes qui sont les ondes de surface, qui ne traversent pas la Terre, dont l'énergie diminue avec la profondeur et qui donc font le tour de la Terre de nombreuses fois. L'essentiel de l'énergie longue période dégagée par les séismes se propage sous la forme de ces ondes de surface qui donc sur un grand nombre d'heures on peut suivre les trains d'arrivée de ces ondes qui donc successivement passent au-dessus d'une station ou d'une station d'enregistrement et donc l'énergie diminue avec le temps à cause de deux effets. L'un, c'est que c'est simplement la dispersion géométrique, et l'autre, le fait que la Terre n'est pas tout à fait élastique. Il y a une perte d'énergie par le phénomène d'anélasticité. Mais si on fait le spectre d'un enregistrement très long comme ceci, d'un fort tremblement de terre, on obtient le spectre, on obtient des pics qui sont les modes de vibration de la Terre, les modes propres de vibration de la Terre, qui sont très caractéristiques de la structure interne. Donc leurs fréquences en particulier nous renseignent sur la composition interne élastique, donc les trois paramètres étant la densité et les deux paramètres élastiques de cisaillement et de compression. Nous remarquons donc si la Terre était simplement sphérique, avec deux couches concentriques sphériques, ces pics seraient des pics simples. On observe l'écartement des raies, en particulier vous voyez ici ce pic-là. Cet écartement de raies est caractéristique de la présence d'hétérogénéité non sphérique à l'intérieur de la Terre,
et d'autres phénomènes tels que les effets de rotation de la Terre. Donc, on en est arrivé dans les années 80, vers le milieu du XXe siècle et en culminant vers les années 80, à des modèles de référence de la Terre, donc élastiques, qui décrivaient en fonction de la profondeur les propriétés moyennes, donc élastiques, densité, vitesse donc de cisaillement et vitesse de compression. On voit ici dans le manteau, les vitesses augmentent avec la profondeur. Une structure dans le manteau supérieur assez complexe, avec des discontinuités de structure à 400 et 600 km de profondeur. Ensuite, la limite noyau-manteau, le noyau, et donc avec vitesse nulle de cisaillement. Et dans la graine, de nouveau, la graine solide avec une vitesse de cisaillement non nulle. Alors ceci est confronté avec la physique des matériaux, qui donc nous a permis de connaître en moyenne la composition donc, de ces différentes couches avec le manteau silicaté, le noyau très riche en fer, le noyau externe étant principalement de fer mais avec 10% d'éléments légers ce qui est nécessaire pour expliquer les propriétés élastiques données par la sismologie, et ensuite donc la graine solide qui est elle-même formée de fer encore plus pur. Ces structures sont donc bien établies. Il y a tout de même des découvertes récentes. À la base du manteau, on a découvert il y a une dizaine d'années la présence, sans doute la présence d'une nouvelle transformation de phase, qui est la transformation de phase de la structure principale du manteau inférieur, qui est une structure de magnésium perovskite, en structure post-perovskite. Je mentionnerai que ces discontinuités du manteau supérieur ont été associées de manière très claire avec des changements de phase dans la structure des silicates en fonction de la pression et de la profondeur. Donc ces images sont des images statiques de l'intérieur de la Terre. Elles nous donnent une bonne connaissance moyenne de la structure. Par contre, elles ne nous renseignent pas du tout sur la dynamique. Or, nous savons bien sûr depuis longtemps que notre planète est une planète dynamique, qu'il y a la tectonique des plaques, cette tectonique des plaques donc, qui a été admise à la fin des années 1960 et qui donc nous a montré que la Terre était donc couverte d'une vingtaine de plaques qui sont rigides et qui se déplacent les unes par rapport aux autres avec une déformation concentrée aux limites des plaques, ces limites étant dans le milieu des océans, nous avons les zones où la nouvelle croûte se forme et les plaques s'écartent. Dans les zones de subduction, qu'on appelle les zones de subduction, les plaques plongent de nouveau dans le manteau, et il y a des zones telles que la zone bien connue de la faille de San Andreas en Californie, où les plaques coulissent l'une par rapport à l'autre. Cette théorie, donc, qui a été une révolution dans les sciences de la Terre il y a 45 ans, explique un très grand nombre d'observations de surface, mais elle avait été déjà proposée par la théorie de la dérive des continents au début du XXe siècle par Wegener, mais on n'avait pas pu l'admettre pendant très longtemps parce qu'on ne comprenait pas comment ces masses, ces plaques, ou les continents pouvaient se déplacer, quelles étaient les forces qui pouvaient les déplacer. Et c'est seulement quand on a admis que, en fait, le manteau terrestre, qui est solide, à des échelles de temps courtes, en fait, se comporte comme un matériau visqueux à long terme et qu'il est mu par des mouvements de convection. Si le schéma très simple, des mouvements de convection qui vont déplacer les continents,
qui sont donc alimentés par le refroidissement séculaire de la Terre et la production de chaleur dans le manteau terrestre due à la présence d'éléments radioactifs, essentiellement dans la croûte. Donc ceci a donné lieu à une conception de la dynamique terrestre très simple, donc avec des courants de convection dans le manteau de la Terre, donc à des échelles de temps qui sont les mêmes que ceux du déplacement des plaques, donc de quelques centimètres par an, et donc des mouvements où on a des courants ascendants qui vont former la nouvelle croûte dans les rides, des courants descendants qui vont accompagner le retour des plaques dans le manteau terrestre. Ces idées très simples, et donc les plaques se refroidissent au fur et à mesure qu'elles s'éloignent des rides médio-océaniques où elles ont été créées. Bon, ces idées très simples fonctionnent très bien, mais elles n'expliquent pas tout. Dès les années, les années 70, où on a, juste après l'acceptation de la tectonique des plaques, on s'est aperçu qu'il y avait des observations qui ne collaient pas tout à fait. En particulier, on s'attendait, ici vous avez la ride est-pacifique, avec l'âge de la plaque qui augmente donc loin de la ride. Donc ici, c'est la topographie qui marque bien cette ride médio-océanique. Quand on regarde en fonction de l'âge le flux de chaleur qui se dégage donc à la surface, on s'aperçoit que on s'attendrait à une dépendance qui serait celle de l'équation de la conduction, et donc d'une dépendance en racine carrée de l'âge. Et en fait, on observe un aplatissement de cette courbe de flux de chaleur. De même, on observe un aplatissement de la bathymétrie, c'est-à-dire de la topographie des fonds marins, qui devrait aussi suivre une dépendance en fonction de la racine carrée de l'âge. Et donc, on s'est posé la question, il doit y avoir des sources de chaleur qui donc arrivent sous le milieu des plaques et qui seraient donc autres que celles de la circulation principale définie par les rides et les zones de subduction. Alors, plusieurs hypothèses ont été proposées. D'abord, une hypothèse de la présence d'une convection secondaire basée sur des expériences de laboratoire, donc de mécanique des fluides, où on met un fluide en convection qui est chauffé par en bas et refroidi par en haut, avec une plaque mobile à la surface, qui est ici rendue mobile par la présence d'un moteur. Et on s'aperçoit qu'on observe dans ces fluides des rouleaux de convection secondaire qui, au début, s'alignent perpendiculairement à la direction de la plaque supérieure, mais au bout d'un certain temps, ils vont s'aligner parallèlement à la direction du mouvement de cette plaque supérieure. C'est ce qui a été a eu le nom de Richter-Rolls dans notre communauté. Ce qu'il fallait remarquer, c'est que dans ces expériences très simples de fluides à viscosité constante, le rapport entre la dimension horizontale et la dimension verticale de ces rouleaux était de l'ordre de 1. Une autre hypothèse, et donc depuis ce temps-là, on est à la recherche de ces Richter-Rolls qui n'ont pas vraiment été observés jusqu'à présent. Une autre observation intéressante, c'est celle de la présence de volcanisme intraplaque. On s'attend par la théorie dans le cadre de la théorie simple de tectonique des plaques que le volcanisme, on explique le volcanisme en bordure de plaques, par exemple dans l'ouest du Pacifique ou dans les zones de subduction et dans les rides médio-océaniques. Par contre, cette théorie n'explique pas la présence de volcans tels que Hawaï et de chaînes de volcans avec des âges
qui augmente en aval de la direction de la plaque. Et donc, voilà, ici, on voit l'âge des volcans de Hawaï, de la chaîne de Hawaï et la chaîne des empereurs ici, où il y a disons un changement de direction qui correspond à un changement de la direction du mouvement des plaques vers 40 millions d'années. Pour expliquer ces volcans donc, en milieu de plaques, Morgan a proposé la théorie des panaches volcaniques, qui dit que donc, ces volcans correspondent à l'arrivée à la surface de la Terre de panaches mantéliques, de panaches de matière chaude, qui sont fixes par rapport donc qui sont fixés dans le manteau quelque part sur une couche limite et qui donc vont engendrer des séries de volcans à la surface. C'est aussi un moyen d'apporter de la chaleur donc, en milieu de plaques. Alors, donc, cette théorie des panaches est inspirée par les expériences de laboratoire sur les fluides chauffés par le bas, où ce genre de structure apparaît de manière classique. Alors, pour donc essayer d'avoir accès à la dynamique interne de la Terre, la sismologie nous le permet grâce aux techniques tomographiques. Donc la tomographie sismique, c'est l'imagerie, repose sur le même principe que l'imagerie médicale. Donc on a un modèle de référence qu'on connaît, par exemple un modèle de structure homogène. Dans la Terre, ce serait un modèle à structure sphérique, en couche concentrique sphérique. Et on mesure quelques observables. Donc, dans le cas de la Terre, l'observable classique, c'est les temps de propagation des ondes. Ces temps de propagation des ondes sont comparés à ceux des temps théoriques dans le modèle de référence. Et les différences sont expliquées par des différences de vitesse sismique, de vitesse élastique, que l'on interprète au premier ordre comme représentant des variations de température. Donc c'est une interprétation un peu simpliste, puisque il y a aussi bien des variations de température et des variations de composition à l'intérieur du manteau terrestre, mais dans un premier temps, les variations de température sont les plus importantes. Donc les conventions, c'est que, enfin c'est pas les conventions, mais donc on peut associer des vitesses plus rapides avec des régions froides et des vitesses plus lentes avec des régions plus chaudes. Le problème de la tomographie sismique, c'est que nous n'avons pas la maîtrise de nos sources. Nous ne pouvons pas placer des sources de manière uniforme sur toute la Terre. Nous sommes limités aux sources naturelles qui sont suffisamment d'énergie suffisante, qui sont les tremblements de terre, dont la distribution est associée essentiellement avec la limite des plaques lithosphériques. Et nous avons le problème de la distribution des capteurs sismiques, qui n'est pas non plus uniforme, puisqu'il est encore difficile de nos jours d'aller placer des capteurs de grande qualité au fond des océans qui couvrent les 2/3 de la Terre. Alors il y a eu des progrès dans les dernières 30 années dans l'instrumentation avec la construction de sismomètres très sensibles qu'on appelle les sismomètres de très large bande, qui permettent d'enregistrer essentiellement toutes les périodes utiles dans la sismologie globale. Donc là, je montre des installations qui demandent pas mal d'efforts dans la mesure où il faut protéger les instruments des variations thermiques et des variations de pression locale. Et donc on aime bien s'installer dans des tunnels le plus profonds possible, et pour éviter les sources de bruit
qui ne contribuent pas. Donc, dans la suite de mon exposé, je vais vous faire un petit tour de ce qu'on a pu donc, découvrir de la structure interne de la Terre liée plus directement à sa dynamique. Je voulais commencer par montrer donc, les progrès en tomographie dans les 30 dernières années. Je vais montrer un certain nombre de cartes qui sont à des cartes, donc des coupes de la Terre à des profondeurs particulières. Ici, c'est donc assez proche de la surface, à une profondeur de 100 km. Ceci, c'est un des premiers modèles tomographiques construit en 1984. Ceci, c'est ce qu'on peut construire actuellement, donc les dernières années. Vous voyez que les grandes structures étaient déjà en place, mais qu'on obtient des images de plus en plus fines qui font penser aussi à la progression qu'on a en astronomie, par exemple, dans les cartographies du background cosmique. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de la Terre par ces méthodes classiques tomographiques? Près de la surface, donc ici on est à 100 km de profondeur, donc dans ce qu'on appelle le manteau supérieur, la structure reflète la tectonique des plaques. On a des zones lentes le long des rides océaniques, rouge ici, donc le rouge est lent, donc plus chaud. On voit le refroidissement progressif de la plaque ici dans le Pacifique avec l'âge, donc on voit de plus en plus bleu, de plus en plus froid. On reconnaît les continents, les centres des continents, ce qu'on appelle les cratons, qui sont les parties les plus anciennes des continents, d'âge plusieurs giga-années, et qui sont froides et épaisses. Et on voit derrière les plaques de subduction, on voit très bien ici dans le Pacifique, on voit de nouveau des zones chaudes qui correspondent à des zones d'extension d'arrière-arc. Donc ceci correspond très bien à ce à quoi on s'attend par la tectonique des plaques, et ici on compare avec la topographie des fonds marins qui permet de suivre les rides médio-océaniques, la ride médio-atlantique ici en particulier. Donc les zones où se forme la croûte, les zones chaudes, les zones de subduction avec les volcanismes d'arrière-arc, et les continents plus froids, plus anciens, plus épais. Quand on s'enfonce en profondeur, ici à 600 km de profondeur, l'image qu'on obtient n'est plus du tout la même. On perd la relation avec la tectonique de surface. Ce qui reste au premier ordre, ce sont ces bandes de vitesse très rapide dans l'ouest du Pacifique, donc dans les zones de subduction du Pacifique, et en Amérique du Sud, qui reflètent la présence des ondes de subduction, donc des plaques qui plongent dans le manteau. Ici, nous voyons des coupes donc dans des modèles un peu plus haute résolution, où on voit ces zones donc rapides ou froides qui plongent dans le manteau et qui représentent la continuation donc, de ces plaques qui descendent dans le manteau terrestre. Il y a différentes morphologies. On se pose des questions encore à l'heure actuelle. Est-ce que ces plaques continuent jusqu'au fond du manteau? Est-ce qu'elles s'arrêtent à la limite de 660 km, qui est une transition de phase entre des phases spinel et Perovskite. Et quand on s'enfonce encore plus en profondeur, ici à 1000 km de profondeur, donc à peu près un tiers de la profondeur du manteau, il reste encore donc des zones froides dans certaines de ces zones de subduction, mais pas dans toutes, ce qui fait penser qu'effectivement, cette zone de transition entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, qui est aussi une zone où la viscosité augmente assez considérablement, d'un facteur de l'ordre de 30, est un frein au plongement des plaques au fond du manteau.
Ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est quand on arrive donc presque à la limite noyau-manteau, donc à 2800 km de profondeur ici, on est à 100 km au-dessus de la limite noyau-manteau, la structure a de nouveau changé complètement et on voit apparaître des structures de relativement grande longueur d'onde, de très grande longueur d'onde en fait, avec deux structures lentes, ou chaudes certainement, mais pas forcément seulement chaudes, peut-être de composition différente, donc sous le Pacifique et sous l'Afrique. Ces zones sont à peu près centrées sur l'équateur et sont entourées d'une bande de vitesse rapide, de vitesse sismique rapide, qui, elles, font penser à un cimetière de plaques, c'est-à-dire l'aboutissement, on pense, mais sans en avoir vraiment la preuve, que ces zones représentent les endroits où les zones de subduction, au cours des temps géologiques, se sont accumulées. Alors, ces zones, donc, à la base du manteau, sont assez actuellement font l'objet de débats et de recherches très actives. Ici, je montre la comparaison de 5 différents modèles tomographiques obtenus avec des données un peu différentes, des méthodes différentes, montrant vraiment la ressemblance de ces modèles tomographiques. Ici, ce sont des données directes d'ondes réfléchies sur la limite noyau-manteau, où on a projeté les temps de propagation au point de projection, et on voit directement dans les données la présence de ces structures. Si on fait une synthèse de ces modèles, on obtient une structure remarquable avec des vitesses en moyenne lentes à l'intérieur de ces deux grandes structures qu'on aime bien appeler les superplumes, mais les dynamiciens n'aiment pas ce terme. Et elles ont maintenant un nom tout à fait barbare, LLSVP pour Large Low Shear Velocity Provinces. Ce qui est remarquable, c'est le spectre des hétérogénéités, donc ici en fonction de la profondeur, assez rouge, mais donc ça ce sont les degrés quand on fait l'expansion de la structure en harmonique sphérique, les degrés de l'expansion. Vous voyez donc la couche limite supérieure, donc la lithosphère et le manteau supérieur, on a dominé par des longueurs d'onde assez grandes qui reflètent la différence entre les continents, les océans et les zones tectoniques. Un spectre beaucoup plus blanc au milieu du manteau, mais quand on arrive à la base, on retrouve un spectre très rouge avec une dominance du degré 2, donc du degré des très grandes longueurs d'onde. Si on filtre les modèles, et ici ce sont 3 différents modèles obtenus par 3 différents groupes de recherche, on trouve les structures identiques. Ici, donc, montrées en projection avec l'axe de rotation de la Terre, ici en verticale. On voit l'anneau de vitesse rapide qui entoure ces deux structures centrées sur l'équateur. On pense que ces structures peuvent être d'âge très ancien et qu'elles jouent en fait un rôle important dans la dynamique du manteau, puisqu'elles correspondent à une configuration d'énergie minimale au point de vue des moments d'inertie de la Terre. On voit d'ailleurs que le mouvement du pôle, qui est marqué ici donc, au cours des temps par ces points jaunes, s'est produit au moins dans les derniers 200-250 millions d'années donc le long de cette bande de vitesse rapide. Ces zones, nous allons y revenir un peu, mais je voudrais passer donc à des résultats plus récents et vous parler un peu des recherches présentes et donc de ce qu'on peut faire actuellement grâce à l'avènement du calcul numérique. On peut maintenant comparer directement des sismogrammes observés, comme celui-ci, avec des sismogrammes théoriques calculés de manière très précise par des méthodes numériques. Jusqu'à présent, l'essentiel de la tomographie avait été basé sur des hypothèses théoriques très simples, qui étaient la théorie des raies et d'autres approximations très simples dans le cadre de la théorie des modes propres de la Terre.
qui permettent donc de recomposer un sismogramme complet à partir de la somme des modes propres. Maintenant, ces approximations ne permettaient pas de tenir compte des variations rapides de structure et des variations fortes, latérales fortes. Les hypothèses étaient structure lisse et grande longueur d'onde. Nous sommes maintenant affranchis de ce problème par le calcul très précis des sismogrammes au point de vue numérique. Donc la méthode actuellement la plus populaire est basée sur une méthode d'éléments spectraux. Donc c'est une méthode d'éléments finis avec des polynômes d'ordre élevé qui convient très bien à la géométrie, enfin qui s'adapte très bien à la géométrie de la sphère et au calcul parallèle. Donc ce qu'on gagne, c'est la précision, en particulier la possibilité d'imager ou de reproduire de manière très précise les zones lentes. Parce que quand vous avez une onde sismique qui se propage à travers une structure lente, la structure lente va avoir tendance à être cachée, puisque les ondes vont avoir tendance à se propager autour de cette structure et vont, par le phénomène qu'on appelle wavefront healing, vont cacher cette structure. Donc pour découvrir de manière plus précise les zones lentes, il faut faire appel à donc, une très large bande de fréquences et analyser des sismogrammes complets. Alors je vais montrer deux applications de ces techniques qui sont donc en plein développement. Elles présentent des avantages, c'est que bien sûr les calculs sont très lourds et demandent accès à des moyens informatiques très importants. Par contre, elles ont pas mal de puissance au point de vue de la résolution qu'on peut atteindre. Ici, c'est un exemple tout simple de résolution, ce qu'on appelle le problème direct. On a des observations sur des trajets d'une zone sismique ici dans l'ouest du Pacifique, sur un réseau très dense au nord-américain, qui est un programme récent donc de stations qui traversent les États-Unis progressivement sur une dizaine d'années, avec un espacement de 70 km entre les stations, qui a permis donc de commencer à appliquer des techniques qui sont normalement appliquées en géophysique appliquée plutôt près de la surface, mais n'étaient pas accessibles jusqu'à présent pour ce qui était des études globales. Donc ici, ce sont des trajets, on regarde les ondes diffractées à la limite noyau-manteau, et on va regarder le bord de cette superplume pacifique, qui est marqué ici, on a dans le fond un modèle tomographique. On regarde ce bord nord, et on s'aperçoit que dans ce modèle lisse tomographique, si on calculait un sismogramme synthétique, on verrait une onde diffractée qui varierait en fonction de l'azimut, c'est-à-dire en balayant à travers dans la direction de la limite, perpendiculaire à la limite de cette plaque. On ne verrait pas grand-chose, on verrait peut-être une anomalie de temps d'arrivée. Mais en fait, les observations, elles montrent un champ d'onde beaucoup plus complexe, avec des variations d'amplitude considérables. On voit l'amplitude de l'onde diffractée qui diminue avec l'azimut ici, à partir de la traversée de cette limite, et on voit apparaître des ondes secondaires qui ont interagi avec cette structure, et ceci nous a amené à proposer la présence d'une structure très marquée à la base du manteau, qu'on peut modéliser de manière simple, donc schématique, par une structure cylindrique d'une hauteur de 25 km, diamètre environ 800 km, et qui représente une réduction de vitesse des ondes S, donc des vitesses de cisaillement d'environ 20%, ce qui est considérable quand on pense que les variations de vitesse en moyenne, les variations latérales de vitesse sismique qu'on observe sont plutôt de quelques pourcents, de 3 à 4% au maximum. Donc je voudrais revenir pour finir sur quelques résultats récents, repasser
donc près de la surface de la Terre. Donc des résultats qui sont les premiers résultats obtenus par l'application de ces techniques numériques à la tomographie. Ici, je compare deux modèles, donc à 3 profondeurs du manteau supérieur, 100 km, 250 et 350 km. À gauche, c'est un modèle récent obtenu donc par le calcul numérique. Et ici, un modèle aussi récent, mais calculé par des méthodes classiques. Ce qui est réconfortant, c'est que de manière, en moyenne, ces modèles se ressemblent bien. Donc, 30 ans de tomographie avec des hypothèses très simples sur la propagation des ondes nous ont quand même donné des résultats importants. Mais on a beaucoup plus de résolution. Et en particulier, on observe des variations latérales, donc des variations des vitesses beaucoup plus fortes, ici de l'ordre de 20% de pic à pic, comparé enfin, c'est au moins le double de ce qu'on voit dans les inversions classiques, et en particulier une vision beaucoup plus fine des rides océaniques. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce qu'on voit à 250 km de profondeur. Donc je montre ici cette carte un peu en plus grand. On ne voit peut-être pas du premier coup, mais la structure de ces ondes lentes donc, est en fait très particulière. Si je superpose ces traits que j'ai superposés ici, en fait, ne sont pas des lignes tracées arbitrairement, ce sont des lignes qui suivent les directions absolues des plaques, qui sont déterminées donc de manière tout à fait indépendante par des méthodes qui en particulier utilisent les techniques GPS. Et vous voyez que aussi bien dans l'océan Pacifique, que sur d'autres plaques, dans l'Antarctique ici, l'océan Atlantique et l'océan Indien, on voit ces zones de vitesse lente s'aligner en fait dans la direction des plaques. Et je vais zoomer sur le Pacifique. Ici, c'est une comparaison de la carte tomographique et d'un modèle récent d'analyse du géoïde, c'est-à-dire du champ de gravité de la Terre, qui a été analysé par ondelettes directionnelles et qui montre une énergie assez importante dans la direction de la vitesse absolue, de la direction absolue de la plaque pacifique, au niveau de longueur d'onde de l'ordre de 1800 à 2000 km, qui correspond très bien avec ces longueurs d'onde qu'on voit dans la tomographie. Alors, encore une fois, je vais montrer simplement des coupes à travers le Pacifique ici, des coupes verticales cette fois-ci. Ici à gauche, cette palette de couleurs montre des variations relatives par rapport à un modèle moyen. Ici, nous avons les variations absolues, donc des vitesses de cisaillement absolues. Et vous voyez dans ces coupes apparaître des structures très particulières avec, oui, j'ai bientôt fini, qui montrent une longueur d'onde de l'ordre de 2000 km entre des zones donc, de vitesse plus lente qui persistent jusqu'à des profondeurs de 300 à 400 km et des zones intermédiaires plus rapides. Alors bien sûr, ça fait penser aux cellules de Richter. Est-ce que c'est vraiment cela qu'on voit ? La question se pose encore, mais je voulais donc pour finir vous montrer sur une vue un peu plus globale de ce modèle centré sur le Pacifique. Donc ici, on a donc une image 3D vue du sud, centrée sur ce qu'on appelle le superswell, c'est la zone de volcanisme du Pacifique Sud. Hawaï est ici, le volcan de Samoa ici, donc la ride Est-Pacifique est ici. Et on voit ici, dans cette représentation, on voit très bien la zone très lente ici qui part de la ride
qui correspond à ce qu'on appelle la zone à faible vitesse sous la plaque rigide, et en dessous une zone lente qui correspondrait à ces zones élongées, allongées donc dans la direction de la plaque. Mais quand on va à plus grande profondeur, la structure change complètement. Plutôt que de voir des bandes horizontales, on voit des structures plus ou moins verticales qui pourraient correspondent en gros aux positions des volcans, mais pas tout à fait, et qui pourraient correspondre à ces panaches, ces fameux panaches. Donc je voulais voir si je peux faire tourner ce modèle. Ici, on voit en coupe ces doigts, on appelle ça des doigts. Ici, vu du nord, on voit la zone à faible vitesse. Ici, encore vu de l'ouest, on voit apparaître ces doigts. On voit cette structure qui change radicalement de structures plutôt à direction horizontale à des structures plutôt direction verticale. Alors ceci fait penser à des expériences de laboratoire sur les viscous fingering, où quand on injecte un fluide de viscosité plus faible dans une couche de viscosité un peu plus forte entre deux plaques rigides, on voit apparaître une digitation avec une longueur d'onde particulière qui dépend en particulier de l'épaisseur de la couche. Et quand on fait quand la limite supérieure est mobile, on voit cette digitation s'aligner dans la direction du mouvement de la plaque. Donc on pense actuellement que ce qu'on voit donc dans la Terre, dans le manteau supérieur, est la marque de phénomènes d'interaction de ces panaches mantéliques avec donc les structures en surface et l'apport donc de chaleur et de matière de viscosité inférieure qui s'alignent le long des plaques. Alors donc en conclusion, notre discipline a commencé par des modèles moyens qui correspondent à ce tableau assez terne. Dans les années 80, on avait une vision assez floue. Actuellement, on a une vision un peu meilleure et nous espérons dans le futur que nous verrons des structures encore mieux marquées. Je ne vous ai pas parlé de différents autres outils tels l'anésiotropie sismique ou même la structure du noyau par manque de temps. Je voulais simplement dire que l'espoir de la tomographie sismique repose sur ces méthodes donc plus performantes de calcul du champ des ondes, mais aussi sur des projets comme ce programme de stations très denses à travers le continent nord-américain, qui est en train actuellement de porter ses fruits et qui serait utile de pouvoir transporter dans d'autres régions du globe, et en particulier dans les océans, puisque nous avons toujours le problème, ce n'est plus vraiment un problème technologique, c'est surtout un problème de coût et de logistique d'installation de stations en fond de mer. Voilà, je vous remercie. Merci Barbara.